Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc dans ce webinaire consacré à la plateforme Ocean Spy de l'Ifremer. Je suis ravi, nous sommes ravis en fait de vous compter parmi nous ce soir pour une heure de formation. J'espère que tout le monde m'entend bien, j'espère que vous voyez l'écran. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le dans le chat. À ce propos, d'ailleurs, vous pourrez interagir pendant toute l'heure là au travers du chat. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous interpeller, à mettre vos commentaires par rapport à ce que nous allons vous présenter. Je suis accompagné aujourd'hui par Julie et Catherine que je vais laisser se présenter. Ensuite, je me présenterai au final. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, moi c'est Catherine. Bonjour à tous. Moi c'est Julie et je suis en alternance à l'Ifremer dans la partie plutôt médiation scientifique et communication, principalement autour d'Ocean Spy, donc qui est le projet dont on va parler aujourd'hui. Donc moi c'est Catherine Borremans, je suis ingénieure biologiste et spécialisée en imagerie au sein du laboratoire environnement profond de l'Ifremer. Donc je remercie Julie et Catherine d'être présentes ce soir afin de nous présenter donc, la plateforme Ocean Spy. Donc moi je me présente également Steven Buca. Moi je travaille donc à l'atelier Canopée de Brest. Donc pas forcément, on n'est pas physiquement très proche. On a quelques kilomètres entre l'Ifremer et l'atelier Canopée, mais dans quelques semaines, on sera assez proche puisque l'atelier Canopée va déménager justement à côté d'Ifremer, pas très loin en tout cas. Donc voilà, comme je disais, je vois les personnes qui arrivent encore un peu. Nous allons donc commencer. Je vais commencer à faire défiler donc le diaporama, rappeler un petit peu, bon, de toute façon, vous n'avez pas forcément la possibilité donc d'ouvrir vos micros. Après, ouais, vous pouvez éventuellement, mais généralement dans ce contexte-là de webinaire sur une heure, on préfère les interactions au travers du chat, surtout que vous êtes assez nombreux. Bon, après, si je vais prendre la parole pour X ou Y, alors, je vais passer donc les diaporamas. Vous voyez que donc, ce webinaire s'inscrit dans un temps fort, enseigner la mer, tous concernés. Ce temps fort a commencé mercredi 7 mai par une conférence d'ouverture. Donc on est dans la partie de webinaire. Pendant tout le mois, il y a différents webinaires. D'ailleurs, on animera un autre webinaire jeudi et la semaine prochaine, mardi, sur un jeu qui est coédité par Ifremer, Mon Lopin de mer, et donc qui s'intéresse aux impacts écosystémiques sur l'océan, et donc des actions quotidiennes sur l'océan. Nous aurons dans ce temps fort une conférence de clôture le jeudi 5 juin, donc à 17h30, sur les émotions liées au changement climatique, comprendre, accompagner et agir. Voilà, pour éventuellement me permettre d'avoir un bon émargement, ceux qui ont mis juste des pseudos, si vous voulez bien indiquer au moins votre prénom, votre nom, ou avec la première initiale par exemple de votre nom de famille, je vais vous retrouver après derrière. Voilà, ça me permet après de pouvoir émarger efficacement sur ma liste. Merci. Alors oui, bon là c'est les petites règles, mais donc, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc le sujet d'aujourd'hui, donc découverte des sciences participatives au travers de la plateforme Espion des océans, donc Ocean Spy, mais version française Espion des océans de l'Ifremer. Voilà, donc vous pourrez consulter le diaporama donc, ensuite après le webinaire. D'ailleurs, je vais même faire un enregistrement. Je vais commencer l'enregistrement avant de démarrer. Et puis, voilà, vous pourrez retrouver justement ce diaporama-là dans l'espace réseau Canopée, donc à l'agenda d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir retrouver après le document. Voilà, je commence l'enregistrement.
vérifier bien l'alignement. Et je vais laisser donc Catherine et Julie commencer cette présentation. C'est à vous. Ouais, merci Steven. Je vais commencer par vous faire un petit rappel et pourquoi on en est arrivé à Espions des océans. Donc l'océan, c'est très vaste. À Ifremer, on travaille dans tous les océans du globe et à toutes les profondeurs du côtier aux abysses. Et il faut savoir qu'il y a d'ailleurs encore 75% de la surface des océans, du fond des océans, qui reste à cartographier. Donc on a encore beaucoup de zones qui sont inconnues, beaucoup d'espèces nouvelles à découvrir. Ici, donc, la carte illustre ces différents niveaux dans l'océan. Et donc, rappelle aussi que la profondeur moyenne est 3800 mètres et la profondeur maximale à 11 mm. On peut passer à la suivante. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on étudie les écosystèmes marins? Donc il y a encore, comme je disais, des grandes zones inconnues, des espèces qu'on doit encore identifier et reconnaître, et tous ces milieux, toute cette faune, tous ces écosystèmes sont pourtant déjà soumis à des pressions anthropiques comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme. Mais aussi ils sont menacés par l'exploitation des ressources, par exemple les ressources minérales, hein, donc vous avez dû en entendre parler dans l'actualité récente. Et aussi l'océan joue un rôle très important dans la régulation du climat et notamment dans l'absorption du CO2. Donc on étudie ce milieu pour mieux le comprendre, mais aussi pour avoir les outils pour rendre des expertises, pour aider à la gestion de l'environnement, pour mieux le protéger durablement. Tu peux passer à la suivante. Alors, comment est-ce qu'on va étudier les écosystèmes marins? Donc, on a différentes approches principalement selon la profondeur à laquelle on va. Et selon aussi le compartiment qu'on veut étudier, si c'est le fond, la colonne d'eau. Donc on va déployer des moyens, on va dire moyennement importants quand on étudie les milieux peu profonds, faire des sorties en zodiac avec des plongeurs humains, jusqu'à on est en mer, partir sur des navires océanographiques pendant plusieurs semaines, pendant des campagnes océanographiques. Et c'est à partir de ces navires qu'on va déployer des sous-marins ou des observatoires ou d'autres instruments pour étudier de plus grande profondeur. Et on va en général étudier les différents composantes des écosystèmes, donc la faune, éventuellement la flore, donc les algues en milieu côtier, et puis tout l'environnement, les habitats qui composent cet écosystème. Donc on va avoir des études aussi en géologie, en chimie, en physique, chimie, etc. Tu peux passer à la suivante. Donc aujourd'hui, on va parler en particulier d'une des approches qu'on a pour étudier l'environnement marin. Donc comme je disais, on fait des prélèvements, on fait des mesures, mais une méthode complémentaire à cette approche-là, c'est l'imagerie, c'est l'utilisation de l'imagerie. C'est-à-dire qu'on va équiper les sous-marins, on va avoir des caméras tractées par des bateaux, on va poser des caméras au fond de la mer qui vont, toutes ces capteurs optiques qui vont enregistrer des vidéos ou des images. Et en fait, à partir des images, on va pouvoir extraire de l'information qui va nous donner
fournir des données sur la faune, sur les habitats, à la fois spatialement et aussi dans le temps. Donc, par exemple, on va équiper un sous-marin de caméras et faire de grands transects, étudier, survoler de grandes zones pour avoir une idée spatiale de la distribution des organismes. Ou on va poser une caméra qu'on va laisser filmer pendant une année, 2, 3, 10 ans et étudier la saisonnalité, plutôt la dynamique temporelle des écosystèmes. Ça a l'avantage d'être une méthode non intrusive, non destructive et également un très bon outil de communication. On peut passer à la suivante. Donc ici, c'est pour illustrer ce que je viens de dire. Grâce à, là, c'est une vidéo qui filme un seul site toute l'année. On peut, par exemple, identifier le déplacement d'organismes. Là, c'est un groupe de moules, par exemple. Et on peut, à l'aide justement des paramètres complémentaires qu'on essaye d'observer, établir ou pas des corrélations avec des effets de l'environnement sur la faune. Donc ici, c'est le courant. On peut passer à la suivante. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on revient avec toutes ces vidéos et ces images au laboratoire pour pouvoir exploiter les données que ça contient? Eh bien, on doit les visualiser et aller repérer dans les images, par exemple, toutes les espèces qu'on veut connaître, également caractériser, si on veut, les substrats. Et donc, ça prend un temps énorme, d'autant plus que ce volume de données croît de façon un peu exponentielle, puisqu'on a de plus en plus de caméras qui équipent nos différents supports. Et donc, on est un peu en limite de ressources humaines pour arriver à traiter toutes ces données. Et donc, une idée a été d'impliquer les citoyens dans notre recherche et de les impliquer dans l'analyse des images. Donc, je peux passer à la diapo suivante. Ça a été aussi de profiter des développements récents en intelligence artificielle, en apprentissage automatique, pour accélérer le processus. Et donc, ce mode de détection automatique, il est possible que si on fournit aux machines des bases de données, des exemples pour les entraîner. Et donc, de ces deux idées est née l'idée d'avoir une plateforme de sciences participatives qui nous permette de proposer des images au grand public afin qu'ils les annotent et que ces bases de données construites grâce aux citoyens servent à entraîner des algorithmes de détection automatique. Donc, je crois que tu peux aller plus loin. Et donc cette plateforme s'appelle Espion des océans. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter ensuite. Tu peux passer à la suivante. Et donc, juste pour préciser ce que ce partenariat, cette science participative apporte aux chercheurs, mais en fait également à la société. Donc on voulait rappeler que du côté scientifique, les sciences participatives, ça va nous permettre d'acquérir des données et donc des résultats, une fois qu'on peut exploiter, analyser ces données. Ça fait gagner du temps dans le traitement. Ça permet aussi de participer au développement technologique. Donc ici, c'est en intelligence artificielle. Et c'est pour nous aussi un super outil de sensibilisation et de communication pour montrer le travail des scientifiques, pour montrer à quoi ressemblent les écosystèmes et quelle pression ils sont sujets. Et côté société, c'est un moyen évidemment de contribuer à la recherche, mais aussi de découvrir des écosystèmes qui ne seront jamais accessibles au grand public.
de découvrir des nouvelles espèces et aussi même des métiers en fait qu'on ne connaît pas. Et côté scolaire, en fait, associé à cette plateforme, on a des différents outils. Donc, il y a la plateforme, mais on a aussi des livrets pédagogiques. On a les données de la plateforme qui peuvent être utilisées et un site web avec des informations. Voilà, tu peux passer à la suivante. Voilà, donc ça c'est le portail, l'interface principale de Espion des océans. C'est Espion des océans, et Espion des océans permet ensuite d'accéder à des images qui sont collectées dans différents écosystèmes, donc par différentes équipes scientifiques. Et donc on va avoir sous Espion des océans plusieurs types d'espions. Il y aura Espion des grands fonds, c'est le projet qui est à l'origine de cette plateforme plus large. Donc dans ces Espions des grands fonds, on explore les sources hydrothermales. Quand on reste dans le profond, voilà, c'est ça, merci. Donc ça illustre un petit peu le type d'image qu'on peut voir dans Espion des grands fonds. Donc c'est des images acquises par des observatoires au milieu de l'Atlantique et dans le Pacifique, donc à plusieurs milliers de mètres de profondeur, près des fumeurs. Tu peux passer à la suivante. Dans Espion des récifs profonds, là on explore un canyon sous-marin qui est très au large de la Bretagne. C'est également un milieu profond. Et là, un milieu donc, de coraux avec toute une faune associée. Et donc on étudie ces zones-là parce qu'elles sont entre autres soumises à des pressions à cause de la pêche. Tu peux passer à la suivante. Espion des côtes, ça ce sont des images acquises en rade de Brest, donc en milieu beaucoup moins profond, par une caméra qui est sur une sorte de traîneau tracté. Tu peux passer à la suivante. Alors, en Méditerranée, ça, c'est également un robot, en fait, qui s'appelle Batibot, qui est un peu comme un observatoire. Il filme une zone en point fixe. Et ça, c'est Espion de la Méditerranée, c'est une collaboration qu'on a avec des équipes de l'Institut Océanologie de Marseille. Et donc là, c'est pareil, c'est encore un autre paysage qu'on va observer, mais là, c'est également à grande profondeur. Et je pense qu'on a encore un. Ça, c'est le dernier arrivé qui est encore en phase de test. Là, c'est une approche un peu différente parce qu'on a en fait déjà développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement des espèces. Mais pour que ces algorithmes soient performants, il faut valider les annotations pour améliorer les jeux de données, le réentraîner et ainsi de suite, augmenter ses performances. Donc là, l'idée, c'est qu'on propose aux utilisateurs des images déjà annotées et l'utilisateur va aller confirmer les annotations faites par l'IA, éventuellement les corriger ou en ajouter si l'IA en a oublié. Voilà, je pense que tu peux passer à la suivante. Et voilà, là c'est un aperçu donc, des différents écosystèmes qu'on peut déjà explorer. Et en fait, la plateforme, elle continue à évoluer. On va prochainement ajouter un espion des sables. Donc là, on va pouvoir découvrir des animaux qui sont microscopiques, qui vivent dans les sédiments. Et c'est un système qui va continuer à évoluer dans le temps en fonction des besoins, notamment des équipes, des nouvelles images qui arrivent dans les différents laboratoires. Voilà. Et donc maintenant, on a eu le temps de la démonstration. Là, je vais laisser Julie prendre le relais. Du coup, il faut que je prenne la main, c'est ça. Oui, tu lui demandes d'être présente. Voilà, c'est ça. Le petit plus. Et le temps que Julie
reprenne la présentation en main. Je vois qu'il y a une question de la part d'Aurélie qui demande, donc qui fait partie, en tout cas, elle a une AME, une aire marine éducative, et donc elle a déjà envoyé des résultats de relevé à l'Ifremer. Et elle se demande si c'est utile de participer à Espions des grands fonds, sachant des océans, sachant que voilà, des données déjà sont envoyées à l'Ifremer. En fait, c'est autre chose, c'est complémentaire. Donc, oui, ça reste utile de participer à Espions des océans. Parce que ce qu'on fait dans les AME, c'est différent. Les informations qu'on va collecter au niveau des AME, c'est différent de ce qu'on va pouvoir collecter comme information à partir des images qu'on a dans Espions des océans. Donc, oui, c'est une autre approche et c'est complémentaire et c'est utile. Et là, par contre, pour le coup, c'est un système, c'est quelque chose, c'est une activité qu'on ne fait pas sur le terrain, qu'on fait derrière un ordinateur, en classe ou à la maison. Et d'ailleurs, même pas forcément en habitant au bord de la mer. Donc, on voit bien ton écran, Julie. Ok, super. Du coup, maintenant, je vais vous présenter, si c'est tout bon pour les questions, une petite démonstration de la prise en main de la plateforme Espions des océans. Donc, la première étape, forcément, ce sera de taper dans votre barre de recherche soit Espions des océans, soit Ocean Spy. À votre guise, vous trouverez dans tous les cas. Et vous allez atterrir sur cet écran d'accueil, du coup, que vous avez déjà aperçu dans la présentation tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, la première chose à faire, ce sera de vous créer un compte pour pouvoir devenir un super espion des océans. Donc, vous pourrez cliquer sur le petit bouton connexion qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, pour vous créer un compte, du coup, il faudra aller sur je crée mon compte. Si vous en avez déjà un, vous aurez juste à rentrer votre pseudo et votre mot de passe. Donc, pour se créer un compte relativement simple, il vous suffira de choisir un pseudo, un mot de passe, une adresse email, de remplir les quelques informations et ce sera fait. Donc là, pour le coup, je ne vais pas me créer de compte. Je vais me contenter de me connecter au compte de démonstration de l'Ifremer pour pouvoir vous faire une super démo. Donc, le temps que tu fasses ça, Julie, il y a une question donc de Lola qui demande si les élèves ont besoin aussi de créer un compte, sachant que la création de compte dans le cadre scolaire est régie à nos règlements de la protection des données, le RGPD. Donc, qu'en est-il finalement par rapport à cette création de compte? Alors, d'abord, le site, etc., répond à la réglementation RGPD, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et les élèves, en fait, c'est plutôt la manière dont vous voulez travailler qui va faire que vous allez soit créer un compte pour toute la classe ou proposer à chaque élève de créer leur compte. Ça n'a pas vraiment de, en tout cas pour nous et pour les données derrière, ça n'a pas vraiment d'impact. Après, si par exemple vous voulez inciter les élèves à continuer à participer chez eux ou ailleurs, ça peut être bien qu'ils aient chacun leur compte. Parce que aussi, si vous voulez qu'à un moment donné, on vous extrait les données uniquement produites grâce à votre classe, c'est plus facile si on a un seul compte, mais même en fait, c'est vraiment plus votre manière de faire la manière dont vous concevez l'activité autour d'Espions des océans qui peut conditionner le fait de créer un pour la classe ou plusieurs. Ok, merci. On te laisse continuer, Julie. Je pense qu'on a répondu, j'espère, Lola, à ta question. Ouais. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, que vous êtes connecté, vous pouvez donc revenir sur la page d'accueil qui vous propose donc les différents sous-projets que Catherine a présentés juste avant.
Donc aujourd'hui, pour la démonstration, on va se concentrer plutôt sur Esprit des grands fonds et derrière sur Spybot. Donc je vous propose de plonger avec moi dans Esprit des grands fonds pour en découvrir un peu plus. Donc quand vous cliquez sur un sous-projet, vous allez avoir d'abord une petite introduction assez rapide que je vous propose de passer. Et une fois que vous aurez plongé une seconde fois, vous allez atterrir donc sur l'accueil de Espion des grands fonds. Donc vous avez juste ici le niveau auquel vous êtes. Donc là, vous pouvez voir que ce compte est niveau 8. Donc ça veut dire qu'on va avoir une liste d'espèces qui sera un peu plus importante qu'un compte de niveau 1. Mais c'est ce qui va... on va dire l'intérêt de monter en niveau, c'est qu'on va considérer que plus vous annotez d'images, et plus vous êtes vous êtes, on va dire, expérimenté pour faire de bonnes annotations, et du coup, plus la liste d'espèces à annoter va être grande. Donc, quand vous êtes sur cette interface, vous avez aussi différents boutons qui se rajoutent en haut, toujours à droite, dont le bouton Ma progression, donc, sur lequel on va cliquer. Et donc là, vous allez retrouver quelques informations sur la localisation des sites sur lesquels sont prises les images, donc juste ici. Donc là, on va avoir 2 cheminées hydrothermales, donc Grotto Juan de Fuca, donc au large de l'Amérique, et Lucky Strike, qui sera entre le continent américain et le continent européen. Donc vous pouvez voir aussi qu'on débloque certaines récompenses quand on passe des niveaux, donc comme celle-ci par exemple. Donc vous allez avoir des petites récompenses qui sont modélisées en 3D avec une petite information à chaque fois sur l'animal qui a été déverrouillé lors de la récompense. Donc voilà pour les différentes récompenses. Et une fois que vous avez récupéré toutes les informations qui vous intéressent, on peut revenir du coup au projet. À savoir qu'en cas de doute ou si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez cliquer sur comment participer, où vous aurez globalement un tutoriel qui va reprendre tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vais vous dire derrière. Donc comment se créer un compte, comment se connecter, comment lancer une mission, et ce qu'on va voir dans quelques instants, comment annoter une image. Donc dans comment participer, vous avez vraiment un bon récapitulatif de tout ce qui va être dit en cas de questions ou de problèmes. Retour aux missions. Donc maintenant, je vous propose qu'on plonge et qu'on aille découvrir les images à annoter. Donc, on va lancer la mission. Donc, peu importe le sous-projet, vous aurez votre écran qui va se diviser toujours de 3 parties. Ce sera toujours les mêmes. Vous avez donc sur la partie gauche la liste des espèces que vous pourrez trouver et annoter. À savoir que toutes les espèces citées dans la liste ne sont pas forcément présentes dans l'image, mais c'est globalement les espèces que, si vous voyez ces espèces sur l'image, il faudra les annoter. Donc la liste d'espèces, si vous cliquez sur une espèce en particulier, comme par exemple le ver polynoïdé, vous allez avoir qui s'affiche en bas une indication de son apparence, ce qui n'est pas forcément évident en fonction de ce que vous choisissez d'annoter, et aussi une indication sur comment l'annoter. Donc en l'occurrence pour le ver, ce sera une ligne, mais pour certains, pour l'occurrence, ce sera une ligne aussi. Pour la crevette, par exemple, ce sera plutôt un point. Donc à chaque fois, vous aurez ici l'indication de comment annoter l'espèce en question. Si vous avez un doute ou que vous voulez plus d'images des espèces à annoter, vous pouvez cliquer sur le petit bouton Aide qui se situe du coup, toujours en haut à droite. Et ce bouton Aide vous proposera un exemple de toutes les espèces, donc la liste d'espèces complète pour le coup, et de à quoi elles ressemblent dans le contexte d'une image à annoter. Donc vous avez ici des poissons, des pycnogonides, d'autres types de poissons. Donc si jamais vous avez un doute sur ce que vous avez devant les yeux, ça peut être aussi une bonne manière d'aller voir ce à quoi l'espèce est censée ressembler dans son habitat naturel. Donc revenons-en à notre image. Donc vous avez à gauche la liste des espèces à annoter et comment les annoter plus ce à quoi elles ressemblent. Donc au milieu, l'image sur laquelle on va travailler. Et à droite, vous avez une colonne avec pas mal de boutons. Donc le premier bouton avec les points d'interrogation, ce sera pour vous présenter les différents types d'annotations disponibles.
Donc en fonction de ce qu'on vous demande, vous pourrez avoir ici un petit tutoriel sur comment faire. Et si jamais ça vous pose problème. Cette image, du coup, vous pouvez zoomer de deux manières différentes. Donc soit grâce à votre curseur votre molette de souris. Donc zoomer, dézoomer de manière assez classique. Sinon, vous avez aussi une petite loupe présente dans la barre de droite qui vous permettra de vous balader sur l'image et de la zoomer à votre convenance. Ensuite, vous avez un petit espace pour laisser un commentaire sur l'image. Donc, si jamais il y a une espèce sur laquelle vous avez un doute ou si vous avez quelque chose à dire, si l'image est floue, vous pouvez aussi le signaler grâce à ces fenêtres de commentaires. Ensuite, vous avez le petit logo partage. Si vous voulez inciter d'autres personnes à devenir un espion des océans ou juste partager vos résultats. Une fois que vous avez commencé à annoter l'image, si vous voulez vous arrêter en cours de route et reprendre plus tard, vous pouvez sauvegarder la notation, donc en cliquant ici. Et vous pouvez donc du coup derrière quitter l'application, quitter la page, revenir plus tard et vous reprendrez là où vous en étiez. Et si au contraire vous avez fini d'annoter l'image, vous pouvez cliquer sur valider la notation et valider la notation jusqu'au bout. Si vous avez un doute d'un coup, vous pouvez toujours continuer à annoter. Et enfin, si l'image est trop floue ou qu'elle ne vous inspire pas, vous avez le droit de charger une autre image sans annoter celle-ci. À savoir que si jamais dans votre image, vous avez une image qui est nette, qui ne présente pas de problème, on va dire, mais où il n'y a pas de faune, il faudra quand même penser à bien valider la notation, puisque une absence de faune, c'est quand même en soi une information. Donc, il faudra toujours bien penser à valider la notation, même si il n'y a rien à noter dessus. Donc là, en l'occurrence, on peut vous faire une petite démo. Donc, par exemple, ici, on va avoir une couverture de moule à noter, par exemple. Donc, couverture de moule, il va falloir utiliser le polygone. Donc, le polygone, le but, ça va être globalement de poser les points pour guider la formation, donc faire des sommets. Et d'encadrer, du coup, la couverture, là, pour le coup, la couverture de moule. Donc, après... Donc là, vous avez un premier polygone qui a été fait. On peut en faire du coup pour chaque tâche de couverture de moule. Ah. Ok. Donc si jamais vous avez ripé, par exemple, vous avez une crevette du coup ici on n'a pas de crevette, vous pouvez au choix donc soit déplacer votre annotation vers le bon individu, et si jamais il était juste pas du tout présent ou que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez aussi supprimer le point que vous avez fait en trop, donc en cliquant sur la petite croix au bout, pour vous délivrer de cette mauvaise annotation. Donc on a globalement fait à peu près le tour, je pense, des fonctionnalités de DCSpy. Je peux vous montrer quelques autres images qu'on peut croiser. Donc la première image que vous avez vue, elle était quand même, on va dire, assez éloignée. On va aussi avoir des images beaucoup plus proches comme celle-ci. Donc là, on peut voir encore des couvertures de moules, quelques crevettes qui se baladent par ici, un crabe en bas. Ça va être assez varié et en fonction du projet que vous choisissez, vous aurez du coup des images assez différentes les unes des autres. Ouais. Donc si tout est clair jusque-là, je vous propose de passer sur Spybot. Donc je vais quitter sans sauvegarder. Et pour remonter au menu, vous pouvez cliquer sur Espion des océans, donc tout en haut à droite toujours, qui va vous faire revenir à la page d'accueil. Et je vous propose maintenant, pour vous montrer l'autre partie, de tester Spybot. Donc Spybot juste ici. Donc de la même manière, on va plonger dans Spybot. Donc encore une fois, une petite introduction. Et voilà, parti dans Spybot. Bon, bah là, manque de peau, il a... Tu l'as. Ah oui, là. Alors du coup, là, sur cette image, du coup, Spybot n'a identifié qu'une anémone, je crois.
Super. Donc, en fonction de si on est d'accord avec lui, on va zoomer un peu pour savoir si on est d'accord avec lui, je pense. Là, c'est un peu limite. Je la garderai. De quoi? Je la garderai pas. Tu la garderais pas, toi? Non. Alors du coup, si on n'est pas d'accord avec Spybot, on ne va pas repasser par-dessus son annotation. Et si au contraire, on était d'accord avec lui, il faudrait repasser par-dessus, donc refaire un encadré par-dessus le sien. Là, en l'occurrence, on n'est pas forcément d'accord, donc on ne va pas valider cette annotation, donc on ne va pas repasser dessus. Une fois qu'on a regardé les annotations qui ont été proposées par l'intelligence artificielle, il faut aussi vérifier qu'elle n'en a pas oublié dans l'image. Donc là, on va peut-être pas le faire très méticuleusement, mais si vous voyez des choses qui ont été oubliées par l'IA, il va falloir les rajouter pour corriger la notation et que derrière, on puisse renvoyer les données qui ont été créées à l'IA pour qu'elle puisse s'améliorer et que le modèle devienne de plus en plus performant. Je vais peut-être essayer d'en montrer d'autres. Donc là, encore une fois, vous avez donc une anémone qui a été détectée par l'IA et vous avez aussi un antipathidae. Donc là, au vu du tutoriel, on peut considérer qu'on est quand même plutôt d'accord avec lui. Donc on va pouvoir repasser par-dessus son annotation. Donc avec le rectangle, on va repasser par-dessus. Voilà. Un peu mieux. L'anémone, on peut... C'est l'autre. C'est l'anémone... Autre. C'est Saluté. Ok, oui, d'accord. Donc repasser par-dessus également. Et ensuite, on peut dézoomer pour voir s'il n'a rien oublié. Ça a l'air plutôt vide. Même s'il faudrait bien zoomer un peu plus pour regarder. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, à première vue, oui. À première vue, ça a l'air belle. Donc une fois que vous avez validé, vous êtes sûr de votre annotation, vous pouvez donc valider l'annotation, ce qui vous ramènera directement sur l'image d'après. Donc ces différents projets, vous allez pouvoir les utiliser en classe, par exemple, pour faire découvrir et faire découvrir aux personnes qui vous accompagnent des écosystèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et surtout pas les premiers auxquels on pense quand on pense fond marin. Donc ça peut être plutôt intéressant de les découvrir. Et si vous le souhaitez, on peut vous donner les données. Finalement, elles ne sont pas accessibles en libre service, mais si vous envoyez un message, on peut vous communiquer les données. Donc pour envoyer un message, vous avez une adresse email qui est disponible. Donc là, je reviens au menu de base, à l'écran d'accueil finalement. Vous avez une adresse email qui est disponible dans la FAQ, entre autres. Donc déjà FAQ qui peut répondre à certaines de vos questions si besoin, et surtout si la réponse est présente. Et vous avez tout en bas une adresse email qui est juste ici, pour nous contacter et nous demander si vous voulez récupérer une feuille de données précise ou des données globales pour travailler dessus. Voilà. Pas trop mal pour la démonstration. C'est partage d'écran. C'est à toi, Steven? Ok, j'avais pas mis mon micro, donc je pense que voilà, vous ne deviez pas m'entendre. Ah oui, non, t'entendais pas. Ah non. Oui, je voyais justement que tu avais répondu je disais que tu avais répondu à Aurélie Catherine du coup sur le fait que l'observation a été prise en compte par rapport au style d'écriture qui était un peu petit, surtout pour les plus jeunes des élèves.
Bon, après, derrière, je pense qu'aussi le format visioconférence réduit aussi ce que vous voyez, vous, au travers de Visio Agent. Et donc, normalement, l'écran est un peu plus grand que ce que vous êtes en train de voir, en tout cas, la démonstration que Julie nous a faite au travers de la visioconférence. Donc, voilà, il faut prendre aussi en compte que plus on a également un grand écran, je dirais. Si vous avez la chance d'avoir un TNI, par exemple, eh bien, vous pouvez aussi le mettre projeté de façon plus large et profiter d'un support plus grand pour les élèves qui seraient les plus jeunes. Et donc, dans ce cas-là, essayer d'annoter peut-être aussi à plusieurs. Ça peut être aussi intéressant comme activité de groupe en classe. Merci en tout cas Julie et Catherine pour cette démonstration de la plateforme. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là sur la plateforme. Est-ce que n'hésitez pas à nous indiquer vos remarques, comme l'a fait Aurélie, ou si vous avez des questions par rapport à différents par rapport aux connexions, par rapport à autre chose. N'hésitez surtout pas à nous indiquer cela dans le chat. On va continuer avec donc la présentation et voir un petit peu les aspects pédagogiques et donc les objectifs d'apprentissage et des exemples de prolongement. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsque vous avez manipulé la plateforme, lorsque vous êtes allé annoter des images, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ou qu'est-ce qu'on peut faire de façon complémentaire pour, je dirais, étoffer un petit peu le projet, soit dans le cadre d'une AME, soit dans le cadre en fait de ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans le projet. Est-ce que vous souhaitez faire de la science participative? Dans ce cas-là, ce serait l'occasion de montrer une plateforme de science participative ou dans le cadre d'une découverte des océans, une découverte des environnements profonds ou moins profonds. Voilà, donc on va un petit peu voir tout ça. Je vais présenter donc, mon écran. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Et donc, on bascule sur la partie pédagogique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Voilà, on va le jouer à 3 voix. En fait, on va être complémentaires. N'hésitez pas, Julie et Catherine, à rajouter aussi des éléments. Dans le cadre, c'est vrai, du parcours citoyen, donc les activités autour d'Ocean Spy, mais je dirais plus globalement les activités qui sont aussi proposées par l'Ifremer, parce qu'il n'y a pas que la plateforme Ocean Spy, vous avez beaucoup de plateformes aussi dédiées au monde éducatif. Donc l'idée, c'est au travers de cette utilisation de plateforme, c'est de découvrir les métiers de la recherche scientifique. On sait qu'à l'Ifremer, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de profils différents également des scientifiques, et on peut en découvrir en allant notamment sur la plateforme de l'Ifremer, avoir un aperçu des différents profils que sont les chercheurs, que sont les personnes qui vont être en laboratoire, qui vont étudier finement, qui vont aller faire des prélèvements. Donc il y a tout un je dirais, un écosystème de métiers sur l'Ifremer. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Julie et Catherine, par rapport à ces métiers-là et cette découverte en tout cas du monde scientifique. Non, c'est ça, tu as bien résumé en disant qu'il y a effectivement beaucoup de métiers différents. Faites des métiers, comme tu dis, chercheurs, ingénieurs, techniciens, et de plein de disciplines différentes. Il y a de la géologie, de la biologie, de la technologie, de l'informatique, de la chimie. Enfin voilà, c'est hyper large comme palette de métiers. Voilà, vous découvrirez aussi qu'à travers l'autre projet qu'on va présenter lors de ces webinaires, le Mont Lopin de Mer, il y a aussi une partie de découverte des métiers scientifiques, qui peuvent être aussi intéressantes lorsqu'on s'intéresse justement au projet Mont Lopin de Mer.
Dans le parcours citoyen, la sensibilisation aux causes environnementales, on se rend bien compte aussi que pourquoi d'aller annoter aussi ces photos en environnement profond, eh bien, ça a aussi je dirais la naissance finalement du projet, c'est aussi pour préserver ces écosystèmes-là. Hein. Je ne me trompe pas, Catherine, lorsque vous avez mis en place, par exemple, sur l'Espion des grands fonds, les photos, enfin, en tout cas, la mise en place de prise de photos sur les cheminées hydrothermales, c'était aussi pour savoir quel était l'écosystème autour de ces cheminées hydrothermales. Il faut savoir qu'il y a une grosse pression qui est faite, une pression économique qui est faite au niveau de ces cheminées hydrothermales-là, puisque c'est un environnement où il y a beaucoup de minéraux, en tout cas beaucoup de ressources qui intéressent aussi beaucoup d'industries. Et donc l'idée de montrer que l'écosystème est présent autour de ces cheminées, peut-être aussi mettre en lumière un petit peu cette nécessité de préserver ces cheminées et de pas forcément aller aller miner trop et aller puiser ces ressources-là. Hein, c'est ça, hein, Catherine? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est d'ailleurs pour pouvoir évaluer les impacts éventuels qu'aurait une exploitation ou autre pression anthropique sur les environnements qu'on déploie des caméras, qu'on fait ces études. Et donc, l'avantage, c'est qu'avec l'image, c'est qu'on peut bien l'illustrer et montrer, ça devient plus concret pour le grand public et pour donc les élèves et les citoyens de se rendre compte à quel point on peut atteindre des écosystèmes même à des milliers de mètres de profondeur et à quel point on peut les impacter. Même si on est loin, effectivement. Et puis, troisième point, c'est l'engagement citoyen au travers des sciences participatives. C'est vrai que finalement, c'est aussi montrer à nos élèves que l'on peut participer à la science, en tout cas à aider les scientifiques sur ces plateformes-là de sciences participatives qui vont permettre, comme l'a tout à fait expliqué Catherine, hein, c'est-à-dire que la masse de données qui, par rapport à toutes ces images-là, ne peut pas être faite seulement par les scientifiques. Il faut aussi la participation citoyenne pour pouvoir être plus efficace et plus efficient sur la détection des différents espèces qui sont au niveau des sites de prise d'image. Parcours citoyen, et puis après, derrière, connaissance du milieu. Également, de la part des élèves, c'est un milieu que la majeure partie des élèves n'iront, je pense, jamais voir de leurs propres yeux. Et donc là, au travers de ces prises de vidéos ou de photos, c'est aussi la découverte de ces milieux-là, de ces milieux profonds, de ces milieux moins profonds, comme on le voyait par exemple avec la rade de Brest, mais après derrière des environnements différents entre la Méditerranée, l'Atlantique et puis donc les fossés aussi également. Tout ça, ça participe également, dans le cadre par exemple d'une AME, à la découverte plus globale des océans et de leur profondeur. Découverte aussi de la biodiversité marine, voir que en fonction aussi des sites, on a des espèces différentes et puis que ces espèces-là ont des habitats bien précis, notamment vous voyez avec les cheminées hydrothermales, avec je pense des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en rade de Brest, en environnement peu profond. Concernant la notion, enfin en tout cas tout l'axe développement durable, on retrouve un petit peu tout ce que je viens de dire, en tout cas les liens entre la surface et les abysses, quelles peuvent être justement les relations notamment entre ce qu'on voit, ce qu'on peut voir, je dirais, pour tout un chacun, hein, quand on va se baigner, et ce qui se passe finalement aussi dans les profondeurs. On l'a dit, découvrir et réfléchir sur les ressources marines exploitées, grosse pression notamment sur les chaînes hydrothermales, mais j'imagine qu'il y a aussi des pressions, même en rade de Brest par exemple, sur les environnements peu profonds, non ? Ah oui, il y a des pressions un peu partout parce qu'il y a des pressions justement près des côtes qui vont être plus liées par exemple à la pêche. On a les pollutions qui arrivent avec
les rivières et autres, il y a un tas de tourisme, voilà, il y a beaucoup d'effets de l'homme sur l'environnement marin et oui, malheureusement pas que sur les ressources minières. Donc un projet riche pour développer donc tous ces aspects-là. On peut imaginer après derrière en prolongement donc des projets pluridisciplinaires, en français par exemple, rédaction d'un journal de bord ou un carnet d'exploration fictif qui pourrait être fait suite à ces annotations-là. Imaginer des histoires autour par exemple d'un sous-marin qui irait explorer les différents environnements et puis après faire aussi écrire vos élèves sur ces je dirais potentiels qui pourraient arriver autour de ces environnements-là. Des descriptions littéraires ou poétiques des images sous-marines également, puisque à partir du moment où maintenant ils peuvent avoir une vision assez nette de comment se représentent ces environnements-là, et bien derrière on peut aussi faire écrire à partir de visuels. Donc là, on a montré alors rapidement, tu as des informations peut-être plus précises par rapport à ce projet-là qui avait eu lieu donc il y a quelques années maintenant ou pas, Catherine? Donvor, le projet qui est illustré là, Donvor, tu veux dire? Oui. Ouais. Ça, c'est un projet qui a été mené par des chercheurs de mon laboratoire avec une troupe de théâtre qui ont imaginé toute une pièce autour. En fait, ils ont embarqué au cours d'une campagne océanographique pour un peu comprendre et s'imprégner des métiers, de ce qu'on fait, de nos recherches. Et ils ont imaginé une pièce de théâtre et en fait, cette pièce de théâtre, c'est devenu un vrai outil de communication qui voyage, qu'on retrouve lors de différents événements et qui permet à tout un chacun de découvrir sous façon très poétique et imagée ce que en fait on vit au travers d'une campagne et ce qu'on va voir au fond de la mer. Et oui, ça date de plusieurs années, mais c'est encore là, ça va être encore joué. Il y a une version courte qui est jouée à l'UNOC. Là, il va y avoir une grosse conférence sur les océans là à Nice en juin. Par exemple, parmi d'autres, c'est donc au travers un peu. Là, c'est le théâtre. On communique sur les sciences, c'est ce qu'on fait. De toute façon, on peut avoir des informations sur le site de l'Ifremer, j'imagine, sur ce projet-là. Oui, il y a tout dans toute la partie communication, il y a pas mal d'infos. Ouais. Un autre exemple en mathématiques, par exemple, à partir de la base de données, c'est vrai que Julie nous parlait tout à l'heure que vous pouviez récupérer la base de données, c'est-à-dire que si vos élèves ont annoté les images, ont annoté donc les espèces vues dans certaines images et dans certains contextes, eh bien, il y a toute la base de données après derrière qui peut vous être renvoyée pour que vous puissiez aussi travailler sur cette base de données-là, voir par exemple les observations entre la saison été, automne, hiver, le nombre d'espèces, des crabes, des autres poissons pollinoïdes, en fonction des crevettes. Et puis après, derrière, travailler sur un tableau pour mettre en avant le fait qu'il y ait plus de crevettes, par exemple, en automne qu'en été, mais qu'il y ait plus globalement même de crevettes et que c'est l'espèce la principalement en fait annotée sur les images. On peut voir aussi que on a des crabes, on a des pollinoïdes. Bon, bref, en tout cas, c'est peut-être un travail qui est fait en mathématiques de ranger, comparer ces données. Et puis après, en faire des graphiques. On peut aussi développer donc toute la partie traitement des données et visualisation. Comment on va aller faire parler ces données-là au niveau de la peut-être pourquoi pas d'une scénographie, d'une infographie, en tout cas qui mettrait en avant les différentes données et ce qu'on a pu en récupérer. D'autres projets pluridisciplinaires, notamment en sciences de la vie et de la terre, en sciences.
en travaillant sur la biologie marine, fonctionnement des écosystèmes bien sûr, et puis comparaison d'écosystèmes. Si on travaille sur deux sous-plateformes, enfin en tout cas 2 espions différents entre les abysses et la rade de Brest ou la Méditerranée, et ben on va se rendre compte que les écosystèmes ne sont pas les mêmes et qu'il y a des différences également au niveau du relief. Notion de milieu de vie, de chaîne alimentaire, d'interaction biologique. Donc tout ça aussi qui est à travailler en sciences de la vie et de la terre. On va pouvoir peut-être refaire les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires et voir comment l'écosystème marin s'organise autour de ces réseaux. Notion de chimiosynthèse, de photosynthèse, voilà comment tout cela fonctionne. Je pense que Catherine, tu es beaucoup plus à l'aise sur ces notions-là que moi. Je ne sais pas si tu peux développer un petit peu plus si tu le souhaites. Voilà, on a juste voulu évoquer le fait que voilà, quand on est sur Terre ou dans des milieux peu profonds, finalement toute la chaîne, toute la chaîne alimentaire, toute la vie, elle repose sur la photosynthèse. Et grâce à la photosynthèse que les organismes en fait ont de l'énergie. Et donc on voulait expliquer quand il y a des endroits, typiquement les endroits profonds où il n'y a plus de lumière, où les organismes ils sont adaptés d'une autre manière, puisqu'il y a plus cette photosynthèse qui permet d'avoir du phytoplancton, etc. Et donc, c'est des mécanismes de type chimiosynthèse. Donc, je passe les détails, mais c'est basé sur des symbioses, des bactéries qui sont en symbiose avec les organismes et qui vont permettre de faire des réactions avec les métaux qu'on trouve dans ces milieux, comme les sources hydrothermales, et ces réactions vont produire de l'énergie et permettre aux organismes de vivre dans ces environnements qui seraient sinon a priori en fait inhabitables. Donc c'est pour juste montrer qu'il y a moyen même d'aborder ces notions-là en comparant le profond et la surface. Voilà, tout en restant dans la démarche scientifique d'observation, de formulation des hypothèses. Tous les scientifiques parmi nous connaissent cette démarche-là, mais c'est vrai que c'est bien aussi de la reformuler. Donc, observation, formulation des hypothèses, en fonction, tirer les conclusions en fonction des annotations, de ce qu'on a pu observer. Et puis, après, derrière, participer aussi à la collecte de données. Une autre inspiration, ce sont en art plastique par exemple, où on va pouvoir derrière imaginer la création d'expositions, de représentations de paysages sous-marins, d'inventer des créatures marines imaginaires à partir des images réelles, d'initiation à l'image scientifique ou l'image, versus l'image artistique, et puis découverte d'artistes qui s'inspirent du monde sous-marin ou de la science. Je pense notamment à Initium Maris, ça me fait penser tout de suite à Nicolas Floch, là, qui donc lui, au travers de ses photos de paysages sous-marins, travaille aussi, aide aussi la science à voir l'évolution de ces paysages-là. Et donc derrière, c'est toute une exposition qui en est faite, des superbes photos, en noir et blanc le plus souvent, mais qui représentent une formidable diversité de paysages sous-marins. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir déjà cette exposition ou de la retrouver, c'est pareil, il y a une plateforme qui est dédiée, Initium Maris, sur le projet de Nicolas Floch et de ses photos de paysages sous-marins. On continue notre petite exploration des projets pluridisciplinaires en géographie. On va pouvoir également là placer les différents points placer les océans, placer les différents points sur une carte du monde, découvrir des structures géologiques sous-marines, on en a parlé, les dorsales, les volcans, les cheminées hydrothermales, etc., les notions de profondeur, d'étendue de l'espace océanique, réfléchir à la notion d'explorer un territoire et aux espaces pas ou peu explorés, puisque c'est au travers de ces missions de l'IFREMER que l'on va découvrir des espaces, comme je le disais tout à l'heure, que l'on ne verra sans doute jamais de nos propres yeux pour la plupart d'entre nous. Rapidement, je vois que l'heure tourne et qu'il est 18h passées. Je termine juste sur les projets technologiques informatiques, travail sur
eh bien, les objets, les instruments d'exploration, la flotte en tout cas d'objets en fait qu'a l'Ifremer entre les sous-marins, les bateaux, les observatoires, c'est assez, je pense assez important pour pouvoir faire un cours quasiment dessus. Il y a tout ce qu'il faut sur le site de l'Ifremer par rapport à ces instruments et ces objets-là. Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site de l'Ifremer. Rechercher des informations numériques, découvrir des bases de l'intelligence artificielle. Catherine et Julie nous en ont parlé. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est méthodologie de l'IA, donc par l'entraînement notamment. Et bien là, ça peut être aussi l'occasion, à travers ça, de pouvoir, avec vos élèves, et voir comment aussi on entraîne un modèle d'intelligence artificielle en mettant en avant ce qu'elle a pu repérer et en donnant des récompenses en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée de l'entraînement de l'intelligence artificielle, c'est de dire si oui ou non les annotations sont bonnes. Et dans ce cas-là, ça continue à faire entraîner le modèle. L'idée aussi d'utiliser, le logiciel scientifique en ligne, initiation à la technique également d'annotation. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Catherine et Julie.